Eh bien, bonsoir à tous et tous. Thomas Colombo, directeur général adjoint du pôle Alpha RLH. Je suis particulièrement ravi de vous accueillir dans ce premier webinaire de l'année 2022 généré par le pôle. Alors, c'est un webinaire qu'on a décidé de dédier à la problématique du recrutement qui s'envisage et qui s'envisagera toujours dans le contexte de la relance économique. Alors, au programme aujourd'hui, je vais vous faire une courte introduction et ensuite je passerai la parole à différents intervenants. Alors, il faut bien comprendre que sur le sujet de l'emploi, le pôle a besoin de toute façon de s'appuyer sur des partenaires. Et je remercie aujourd'hui donc à la fois l'UIMM, c'est Alexandre Le Camus qui tout à l'heure va vous parler de toutes les initiatives portées par l'UIMM sur le sujet de l'emploi. Ensuite, nous aurons un témoignage d'un adhérent Tetris, une entreprise en hypercroissance du pôle dans le domaine du numérique. Christophe Bonenfant, groupe SPI, témoignera aussi de la problématique vue de la fenêtre d'un groupe plutôt. Et ensuite, nos partenaires, justement, qui nous aident à aborder ce sujet. Agnès Delaunay, partenaire, puis Emmanuel Ponce, Home Explorer. Alors, pourquoi ce webinaire? Bon, bien entendu, parce que, vous l'avez tous compris, nous sommes encore dans un vrai rebond économique soutenu. Alors, même si le contexte sanitaire de la fin de l'année 2021 et de ce tout début 2022 met un tout petit frein au sujet, néanmoins, beaucoup de nos entreprises, des entreprises du pôle, nous ont remonté des vraies problématiques au niveau du recrutement. C'est pour ça qu'on a souhaité, faire du partage d'expérience sur le sujet et essayer aussi de vous apporter un maximum de conseils pratiques quand vous allez vouloir aborder des problématiques de sourcing de candidats ou d'attractivité pour retenir des talents. Alors aussi d'un point de vue pratique, ce qu'on va faire, on a un timing qui est un peu tendu, on a une grosseur, 1 h 15 pour tenir ce webinaire. Vous l'avez vu, on a un bon volume d'intervenants. Donc les questions, je vais vous demander de les poser dans le chat et de bien préciser à qui vous adressez cette question. On va les recenser et à la fin du webinaire, en fonction du temps global qu'on aura à disposition, on les adressera et on y répondra. Ou alors, en cours de webinaire, certains intervenants pourront répondre directement à ces questions, toujours dans le chat. Petite introduction du pôle Alpha RLH. Vous le savez, le pôle Alpha RLH, c'est le pôle Deep Tech néo-aquitain, qui rayonne bien entendu bien au-delà au niveau national et au niveau même international. Le pôle est organisé en 3 DAS technologiques, vous les avez en rouge, les 2 DAS historiques, photonique laser et électronique hyperfréquence, et un DAS qu'on a lancé en 2021, un DAS matériaux électronique photonique, parce qu'on a bien mesuré que les gaps futurs dans les grands développements sur notre thématique photonique et électronique résidaient aussi dans des avancées dans le domaine des matériaux. Et c'est Fabien Rouget, d'ailleurs, qui nous a rejoint, Société Polyrise, pour animer ce DAS depuis l'année dernière. Un domaine d'activité transverse, le numérique, parce qu'il n'y a pas un projet du pôle qui ne se monte sans une belle dimension numérique. On y parle d'interface homme-machine, de big data, toujours en parlant aussi de sécurité, voire de crypto. Toutes ces technologies-là adressent 4 marchés sur lesquels on focus principalement nos actions. Donc, nos DAS marchés, la santé, qui comprend les dispositifs médicaux et le challenge du bien vieillir, l'autonomie. Le DAS énergie bâtiment intelligent, le DAS aéronautique spatiale défense et le DAS communication et sécurité. Tout ça pour vous dire que vous voyez bien que cette photo du pôle, elle est très large et on a au sein du pôle un écosystème très varié avec des entreprises qui vont être des entreprises très productives avec de la production, d'autres qui vont être plutôt basées sur du numérique. En tout cas, une pluralité de profils au sein de nos 283 membres. Le membre type d'Alpha RLH, c'est quoi? Bon, alors on a à la fois des TPE, PME, des grands groupes, mais 80% de nos membres sont quand même des TPE, PME, qui sont souvent nés de l'écosystème et qui sont en pleine croissance. Et cette croissance, elle est souvent par palier, donc elles vont avoir des besoins qu'elles vont devoir sourcer par palier et des besoins qui peuvent parfois s'avérer vraiment conséquents. Au départ, ce sont des entreprises qui se basent sur des profils plutôt ingénieurs, mais très vite, on va envisager d'étendre ça à des profils type support, production, puis évidemment de couvrir toute la chaîne au niveau de ce qu'est une entreprise en développement. Toujours pour cadrer le sujet, n'oublions pas donc voilà, le pôle C, globalement la Nouvelle-Aquitaine, avec 2 sites historiques à Bordeaux et à Limoges, des antennes que nous avons ouvertes à La Rochelle
et tout récemment à Pau. Donc, on a des membres qui sont essaimés sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et je pense que le sujet du recrutement, il doit aussi s'appréhender spécifiquement en fonction du territoire qui est visé. On ne va pas du tout mener la même campagne de recrutement et les mêmes critères d'attractivité quand on va parler d'un recrutement à Bordeaux, d'un recrutement à Limoges, d'un recrutement à Pau, ou à Guéret, ou à Brive, ou à La Rochelle. Voilà. Donc, c'est dans cette globale perspective que on va essayer de vous éclairer un maximum le sujet et je vais d'abord passer la parole à Emmanuel de l'UMM pour vous expliquer comment l'UMM, c'est vrai que on a énormément de membres qui sont portés par la convention collective de la métallurgie, mais pas que, on a des membres du numérique, j'en ai parlé, mais l'UMM est quand même concentre un maximum de sujets au niveau de nos membres. Emmanuel, Alexandre, pardon, je te passe la parole. Oui, voilà, c'est Alexandre. Merci beaucoup Thomas, et merci de me donner la parole au cours de ce chat. Alors très rapidement, l'UMM, je pense que la plupart des participants connaissent. Donc nous, on est une organisation professionnelle qui couvre un champ professionnel en effet plus vaste que le nom de métallurgie. Union des industries et métiers de la métallurgie ne le laisserait entendre, puisqu'il y a en effet la métallurgie, le travail des métaux, les industries mécaniques, mais également tous les grands secteurs de biens d'équipement, donc équipement électronique, électrique, informatique, et puis les grands secteurs des fabrications de matériel de transport, donc aéronautique, spatiale, défense, industrie automobile, construction navale et ferroviaire. Donc un vaste champ d'intervention qui recoupe en effet pas mal des DAS qui ont été présentés sur le sujet. Alors, une organisation professionnelle, ça intervient dans différents secteurs. On a un rôle de représentation et de représentation et de porte-parole un peu des entreprises industrielles sur un certain nombre de sujets. Et puis, on apporte des services dans différents domaines, en droit du travail pour les employeurs en partie, accompagnement du développement économique, mais aussi en matière d'emploi. Alors, situer le thème du recrutement dans un contexte de relance économique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, d'abord, il y a un sujet qui est conjoncturel. En effet, on est en sortie de crise et après la dépression qui a été entraînée par la situation sanitaire, tout le monde a eu besoin de ressources un peu en même temps. Donc, c'est vrai que ça a entraîné sur le marché du travail pas mal de perturbations et des tensions particulièrement sensibles ou particulièrement marquées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'industrie, les tensions sur l'emploi sont aussi structurelles. Nous avons mené des enquêtes dans la métallurgie, notamment fin 2019, une enquête qui s'appelait Comet, une étude prospective sur les besoins de recrutement, qui faisait apparaître, alors je ne vais pas vous détailler l'étude, mais je vais simplement vous donner deux chiffres qui illustrent bien le problème structurel de l'emploi industriel. D'abord, la pyramide des âges. Dans la métallurgie, les industries de la métallurgie régionale, il y a près de 20% des salariés qui ont plus de 55 ans et moins de 5% qui ont moins de 25 ans. Donc, dans les 10 ans qui viennent, on a tout le cœur du savoir-faire industriel régional qui va partir progressivement à la retraite. Donc, ça, il y a un effet de pyramide des âges très important. Deuxième chiffre, entre les besoins prospectifs de recrutement à l'horizon 2030 de la métallurgie régionale et les flux de sortie de formation initiale sur les métiers techniques industriels, on est du simple au double. Donc, il en sort 2 fois moins que les besoins de recrutement. Donc, entre la pyramide des âges où on a 20% qui vont partir dans les 10 ans et le fait qu'il en sorte 2 fois moins que les besoins, on a un effet de ciseau qui est redoutable et qui montre bien que le problème de recrutement, il n'est pas uniquement conjoncturel lié à la sortie de crise, il est également structurel. Alors, quel rôle peut avoir une organisation professionnelle dans ce contexte? Nous, notre mission qui nous est donnée par nos mandants, les entreprises, les dirigeants d'entreprises industrielles, qui fixent les orientations de notre organisation, c'est de contribuer à leur fournir les compétences dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leur stratégie. Alors, ça veut dire un accompagnement à court terme pour les aider à recruter, mais ça veut dire aussi un accompagnement à court et moyen, voire long terme, à moyen long terme, sur susciter des vocations, travailler sur l'image de l'industrie et l'orientation vers les métiers industriels de nos concitoyens. Donc, je vais faire des petits focus un peu sur ces sujets-là. Alors, sur aider à recruter, ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire d'abord former. Donc, on a investi, notre organisation professionnelle a investi depuis de longues années dans des dispositifs de formation
en particulier dans l'apprentissage sur les métiers industriels. Donc, on a des CFA dans l'ensemble de la région. Nous avons 4, ce qu'on appelle des pôles formation UMM, donc des organismes de formation. Il y en a 4 en Nouvelle-Aquitaine, où on forme un peu plus de près de 3000 apprentis, donc sur les métiers industriels, de l'opérateur de production, donc des bacs pro principalement, quelques CAP encore, les techniciens supérieurs bachelor, donc des bac plus 2, bac plus 3, ou ingénieurs. Voilà, donc à peu près 3 tiers, un tiers à niveau opérateur, un tiers au niveau technicien bachelor, un tiers au niveau. Donc ça, c'est un tiers au niveau ingénieur. Ça, c'est le renouvellement des compétences à moyen terme. Si on veut aider les entreprises à recruter, il faut qu'il y ait des viviers disponibles. Donc, il faut former des gens sur les métiers industriels qui sont des métiers qualifiés. Nous avons commencé par l'apprentissage. Nous sommes concentrés depuis quelques années également sur les formations de demandeurs d'emploi qui sont à plus court terme pour essayer de trouver des réponses opérationnelles à des besoins de recrutement plus court terme. Donc ça, c'est la partie, un des axes formés pour aider les entreprises à recruter. Autre axe, faciliter la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi. Donc, nous avons développé des petits services territoriaux, puisque le réseau UMM est un réseau très territorial. Il y a 9 chambres syndicales de la métallurgie dans toute la Nouvelle-Aquitaine qui ont des services de proximité sur ces sujets-là, qui sont des sujets de bassin d'emploi. Thomas l'a évoqué un petit peu au début. En effet, ce sont des sujets qui se règlent au niveau du bassin d'emploi. Donc, mise en relation offre-demande, nous avons des services emploi territorialisés. On travaille sur le reclassement, donc on appuie les entreprises de notre champ professionnel qui sont obligées de décruter, comme on dit aujourd'hui, donc qui soit des licenciements économiques, soit des PSE. On accompagne également au reclassement, donc pour essayer de garder les compétences industrielles dans notre secteur, donc essayer de reclasser les salariés concernés dans des secteurs où il y a des besoins de recrutement. Nous avons également fait la promotion du prêt de main-d'œuvre pour essayer, dans des périodes conjoncturelles difficiles, de faire de la mise en relation entre des besoins, des entreprises qui ont des besoins et des entreprises qui ont des surplus. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. On est vraiment dans de la dentelle parce qu'il faut vraiment que les compétences correspondent et que la temporalité soit adaptée. Et puis, nous avons pris l'initiative, j'ai une planche dessus, je ferai un petit focus tout à l'heure dessus, puisque nos adhérents nous demandaient d'aller plus loin. Nous avons créé une coopérative entre nos adhérents pour de l'emploi temporaire, je reviendrai dessus. Et puis enfin, nous avons un rôle en matière de sensibilisation des entreprises sur les sujets de recrutement. Alors, il y a un élément dont on parle peu, mais c'est pour nous un gros chantier actuellement, c'est la convention collective. Le régime social applicable dans l'entreprise, ça a un impact en matière de recrutement, et ça en a de plus en plus, c'est-à-dire que les jeunes qui postulent dans les entreprises, ils s'attachent au régime. Vous voyez dans vos recrutements en direct, très souvent, ils posent la question de la mutuelle ou ce genre de sujet. Donc, le régime social applicable, il est très important et on y travaille à travers nos conventions collectives qui ont bonne réputation, on va dire, chez les recrutés. On travaille également, on sensibilise les entreprises au sujet de marque employeur, donc la présence sur les réseaux sociaux, la RSE, etc., qui sont des sujets qui sont également très importants actuellement et de plus en plus en matière de recrutement. Et on anime tout ça à travers des clubs d'entreprises en particulier pour qu'il y ait des échanges aussi de bonnes pratiques entre les entreprises sur ces sujets, parce que l'image de l'entreprise dans les recrutements aujourd'hui, sa présence sur les réseaux sociaux pour les générations nouvelles est très importante. Vous êtes screené avant même de postuler chez vous, ils sont allés voir sur Internet si vous étiez présent et à quoi ça ressemblait. Donc, ce sont des sujets de plus en plus centraux pour arriver à mener à bien ces recrutements. Deux petits focus là, donc sur la mise en relation. D'abord, nous avons un site régional qui s'appelle aquitaine-industrie.com avec une rubrique emploi où on peut poser, les candidats peuvent poser des CV, les entreprises peuvent déposer des offres. Donc vous pouvez aller voir comment c'est fichu. Il y a des mini CV et ça permet de faire de la mise en relation. On organise aussi des forums régulièrement en partenariat avec Pôle emploi pour assurer cette mise en relation au niveau régional. Et il y a également un job board au niveau national qui s'appelle l'industrie-recrute.fr. Qui est en partenariat avec les sites internet de Pôle emploi, de l'APEC, de Indeed, de MétéoJob et d'HelloWorks, qui vous permet d'avoir accès, pour les adhérents de l'UMM, à une base de données de candidats, de poser vos offres et gratuitement, si je puis dire, d'avoir accès à un service qui est d'habitude payant sur le marché classique. Donc ça, qui est un hub, un job board national qui permet d'aller chercher parfois dans d'autres régions. Ça peut être intéressant. Nous, dans le sud-ouest, on est relativement attractif de pouvoir avoir visibilité aussi sur des compétences dans d'autres régions.
Voilà, la SICACI. Alors, comment ça fonctionne, cette société coopérative, qui est une initiative originale qu'on est en train d'expérimenter sur Bordeaux. Donc, on a créé en fait une société coopérative, donc qui n'a pas d'objectif de profit, où toutes les entreprises utilisatrices sont coopératrices de la société, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui est une forme juridique particulière de SAS. Et donc, nous avons créé cette agence avec un double objectif. Alors, évidemment, proposer un service de proximité à nos adhérents, mais aussi essayer de créer et de mettre à leur disposition un vivier de compétences industrielles sur les métiers techniques, qui sont des métiers pénuriques. Et on voit bien qu'avec nos dispositifs de formation, on était à la limite, on n'arrivait pas à attirer des gens qui ont besoin de travailler dans les dispositifs de formation. Donc, l'idée, c'est de leur proposer des missions, des emplois, et après de profiter de l'intermission pour pouvoir les faire monter en compétences et pouvoir les proposer aux entreprises industrielles, à nos adhérents. Donc, qu'est-ce qu'on fait à travers cette coopérative? On fait de la gestion de l'emploi non permanent, donc pour parler clair, de l'intérim. C'est une société d'intérim, donc qui permet de gérer des missions au bénéfice des entreprises. Nous, ça nous sert également à l'appui à l'insertion pour les alternants de nos centres de formation ou les demandeurs d'emploi que nous formons, pour leur proposer tout de suite une insertion dans le secteur, pour éviter qu'il y ait de la dilution à la fin des formations, même si les taux d'insertion sont très élevés à l'issue de nos formations. Ça permet quand même de proposer des solutions immédiates et en inter-entreprise. Faciliter les mises en relation entre entreprises là-dessus, aider les entreprises à faire du sourcing de compétences et à mutualiser. Et puis l'appui au reclassement, je l'évoquais, ça nous permet aussi de proposer des missions en emploi tout de suite aux personnes qui ont des licenciements économiques et de mettre leurs compétences au service d'autres entreprises en facilitant ces mises en relation. Voilà. Et puis bon, il faut être adhérent évidemment à l'UMM pour pouvoir bénéficier du dispositif. Les avantages, très rapidement, c'est un prix de revient tout compris, c'est-à-dire que vous ne payez qu'une fois le service. Le taux unique, il est de 1,85, donc vous connaissez les tarifs que vous avez avec les boîtes d'intérim. Il est généralement en dessous, en particulier pour les PMI. Quelle que soit la durée de la mission, quel que soit l'emploi visé, quel que soit le profil, c'est 1,85 pour tous les coopérateurs. Et surtout, si vous recrutez en CDI derrière, il n'y a aucun surcoût. Vous pouvez piocher dans le vivier, c'est fait pour vous permettre de sourcer et de recruter les personnes en CDI derrière. Voilà, donc évidemment, je pourrais répondre à toutes les questions pour ceux que ça peut intéresser. Très rapidement, sur la deuxième partie de la mission, le moyen long terme, susciter des vocations, ça fait aussi partie de notre mission. L'industrie souffre de représentations qui sont totalement en décalage avec la réalité des métiers qui y sont exercés. Il y a beaucoup de raisons à ça, des raisons sociétales, des raisons liées au système éducatif, etc. Il faut absolument, il y a un travail de fond à mener pour donner à voir la réalité de l'industrie et de ses métiers, et que toutes les personnes aient une vision réelle de ce qui s'y passe en matière d'orientation. Donc, on a beaucoup d'actions là-dessus. On vient de signer, l'UMM Gironde, une convention avec le rectorat de l'Académie de Bordeaux pour essayer d'aider dans les stages. Par exemple, on a fait une expérimentation sur les stages de troisième pour faire des parcours de découverte des métiers de l'industrie plutôt que des stages garage dans les entreprises où les entreprises n'ont pas le temps et où les jeunes ne sont pas intéressés. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives. On a beaucoup de partenariats dans le cadre des campus des métiers et des qualifications qui donnent de la visibilité aussi aux filières de métiers et pour les familles et pour les entreprises sur les grandes filières industrielles. Voilà, puis on fait de la promotion de l'industrie de façon plus générale vis-à-vis de tous les systèmes d'orientation, donc les missions locales, Pôle emploi, l'éducation nationale, en particulier à travers les World Skills, qui est une opération sur laquelle on est beaucoup mobilisé. Donc c'est les Jeux olympiques des métiers en fait, qui est une manifestation qui est peu connue sous nos latitudes, mais qui est en Asie du Sud-Est ou en Russie, ça fait la une du 20h au même titre que les JO. Donc c'est une compétition mondiale sur les métiers, dont les finales nationales auront lieu à Lyon en 2024. Donc les JO des métiers ont lieu à Lyon en 2024. Et donc on se mobilise et on utilise cet outil pour donner de la visibilité aux jeunes sur les métiers industriels, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine qui est très investie également dans ce dispositif. Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation. Parfait. Merci Alexandre. Une toute petite question peut-être sur le dispositif acier. On parle d'intérim, on parle aussi d'emploi partagé. Il peut y avoir des oui, personnes qui trouvent un emploi partagé.
Oui, on peut. Alors, pour l'instant, ça vient d'être lancé. Ça a été lancé au premier trimestre 2021, donc on a moins d'un an de recul. Mais l'idée, c'est en effet de pouvoir, à travers embaucher sur la coopérative des personnes en CDI intérim et pouvoir faire de l'emploi partagé entre entreprises, en particulier sur des fonctions transverses, par exemple la qualité ou les RH ou ce genre de choses, pouvoir favoriser également à travers cet outil l'emploi partagé entre adhérents, qui est une modalité qui est en développement. Alors, il y a aussi des acteurs privés sur le dispositif qui peuvent donner satisfaction. Et l'idée, c'est d'avoir une corde de plus à l'arc. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce bon panorama. Je vais passer la parole à un de nos adhérents, Tetris, et Fanny, qui va nous parler de ce qu'a vécu Tetris et dans son hypercroissance. Bonjour à tous. Alors, hop. Donc pour vous donner juste un tout petit peu de contexte, donc Tetris, nous on est une scale-up spécialisée dans la cybersécurité, donc plus particulièrement sur l'édition logicielle. Donc effectivement, on est en période d'extrême croissance, hypercroissance, puisque on était un tout petit peu moins de 50 salariés fin 2020, et là on commence l'année en étant déjà plus de 200, donc on a eu plus de 150 personnes recrutées en 2021. Donc les problématiques du recrutement, on est assez familier avec. De notre côté, on a trois principaux écueils actuellement. Donc premièrement, c'est la pénurie de profils. Je pense qu'on l'a tous constaté. Les meilleurs profils, ils sont régulièrement chassés. Ils reçoivent un grand nombre d'offres d'emploi sans rien faire. J'ai souvent des salariés qui me partagent comme ça des messages reçus sur LinkedIn, des fois même des appels, des mails. Ça leur arrive un peu de partout, puisque il y a tellement peu de profils que les recruteurs sont de plus en plus agressifs et font beaucoup de chasse. Et surtout, quand on a un bon profil ingénieur qui se met en recherche, il reste extrêmement peu de temps sur le marché de l'emploi. Donc, en tant qu'entreprise qui recrute, il faut réussir à être très réactif si on veut pouvoir capter les bons profils dès qu'ils se mettent à la recherche. Le deuxième point, c'est l'écart entre les formations des candidats et les besoins que nous, on a en tant qu'entreprise. On a beaucoup de candidats sur le marché qui ont des formations qui sont malheureusement un petit peu trop légères pour correspondre aux besoins des entreprises. On a beaucoup de bootcamp formation express en développement informatique, par exemple, qui ne forment qu'en surface. Et nous, ces profils-là, on aimerait beaucoup pouvoir les embaucher, les prendre avec nous dans l'aventure, mais on a réalisé en fait que leur formation, elle est tellement c'est une formation qui est vraiment en surface et si on les embarque avec nous, il va y avoir un écart et ça va pas matcher en termes de collaboration. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution pour pouvoir recruter facilement des profils qui sont issus d'une reconversion parce que ça nous demande beaucoup de temps d'accompagnement. Ensuite, on a le troisième point, c'est les salaires du secteur tech et cyber qui sont en forte croissance. On a beaucoup d'entreprises concurrentes, donc notamment des grosses boîtes, des entreprises aussi notamment américaines, qui proposent des packages très alléchants et au-dessus du marché. Donc c'est un peu compliqué pour d'être face à un candidat qui a eu une autre offre d'un grand groupe, qui parfois il y a 15 cas d'écart, et encore on a eu parfois beaucoup plus. Donc c'est assez déconcertant pour réussir à montrer nous nos avantages face à ces pratiques sur le marché. Et on a aussi le télétravail qui permet à des profils locaux d'obtenir un salaire qu'on disait parisien. Je pense qu'il y a 2 ans, voilà, on disait ça, c'est un salaire de parisien. Maintenant, en 2021, on a eu un peu un mix entre les deux. Et je pense que là, en 2022, cette différence Paris-télétravail, elle tend à s'effacer un petit peu à cause des boîtes qui ont permis à leurs salariés d'aller vivre dans n'importe quelle ville grâce au télétravail. Donc, on a un petit peu un mélange de tout ça et donc cet avantage qu'on avait avant est en train un peu de s'effacer. Et donc par rapport à ces trois grands problèmes, nous chez Tetris, je vais vous présenter ce qu'on a essayé de mettre en place et ce qui a fonctionné pour nous et ce qui pourrait peut-être fonctionner pour vous aussi. Donc la première chose, c'est pour attirer les bons profils. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on diversifie les actions, donc que ce soit par les forums, les conférences, les job dating, pardon, tout ce qui est publication en ligne, parrainage d'événements. Il y a de nombreuses pistes qui nous permettent d'être présents et d'être connus par les candidats.
plus on multiplie les événements, plus on gagne en visibilité, plus on se fait connaître. Parfois, ça va être un candidat qui va nous dire ah ben j'ai un ami qui était à cet événement-là, il a entendu parler de Tetris, du coup il a cherché, il m'en a parlé, et ça fait un petit peu l'effet boule de neige. Parfois, on va pas être sur un événement où on est purement recrutement, on va être un événement où on est purement mettre en avant la marque, mettre en avant Tetris, et ça va quand même avoir un retour sur investissement pour le recrutement. On a même des actions aussi qui peuvent être du coup gratuites en échange de quelques heures d'un salarié de l'entreprise qui va donner un cours dans une école, qui va faire une conférence pour présenter tel sujet technique. Voilà, tout ça, ça nous permet de diversifier les actions, d'être présent et d'avoir de nombreuses cibles face à nous qui sont pas forcément des candidats actifs, et ça peut parfois, via le réseau aussi, déclencher des recrutements. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui vont me recommander des profils. Ah ben tiens, Tetris, je connaissais pas, c'est hyper chouette ce que vous faites, j'ai telle personne dans mon réseau qui cherche un peu une opportunité comme la vôtre, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et donc là, c'est des pistes finalement auxquelles on ne pense pas forcément dans les actions, mais qui nous rapportent pas mal de candidats. Deuxièmement, pour attirer des profils aussi, il faut pouvoir être présent sur des job boards, mais surtout des job boards adaptés à sa cible, parce que on a tout un panel de job boards, des dizaines, des centaines même de job boards, mais tous ne sont pas pertinents pour sa propre entreprise. Souvent, on me parle de certains job boards, ah mais tu publies pas tes annonces là, mais pourquoi t'y es pas? Par exemple, l'exemple de Job Teaser pour nous, il est très simple, c'est un abonnement qui maintenant nous coûterait 10K par an. C'est un budget quand même conséquent, et en 2021, on avait recruté une seule personne via ce job board-là. Donc l'explication est très simple, c'est quand on fait un petit peu la revue de tous nos recrutements, de toutes nos sources, si ce job board-là, il nous rapporte qu'une seule personne, il n'y a pas intérêt à poursuivre. Par contre, en face, on va avoir d'autres job boards qui peuvent coûter un peu plus cher, mais qui vont nous rapporter beaucoup plus de candidats. Et donc, dans ces cas-là, il y a plus d'intérêt à reconduire le contrat avec ce job board-là. Sachant que tous proposent en général des tarifs soit start-up, soit PME. Donc, ça nous permet d'avoir accès à pas mal de plateformes, même si on n'a pas encore un budget conséquent. Il faut pas hésiter vraiment à négocier, à dire, bon, bah, moi, j'avais prévu tel budget-là, ça me paraît un peu cher, ou même à comparer, parce que parfois, les commerciaux en face, ils mettent un petit peu des offres standards, mais les offres standards, on peut vraiment revenir dessus. On peut aussi passer par des agences médias RH qui vont revendre les services de ces job boards là, et en passant par eux, on peut avoir des tarifs négociés de groupe. Tout seul, quand on a juste quelques recrutements à faire, on a peu d'impact, mais si on s'associe si on passe par une agence média RH qui va elle regrouper de nombreuses entreprises, ça nous permet d'avoir accès à des tarifs auxquels on n'aurait pas eu accès, et de faire des petites économies sur ce budget RH recrutement qui a très vite tendance à flamber. Faut pas aussi hésiter à demander à faire des tests sur 15 jours. Moi, c'est quelque chose que je demande régulièrement, parce que parfois, quand on échange avec une plateforme, un job board, ils ont souvent un discours très alléchant. C'est eux qui ont les meilleurs CV, des CV qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc ça paraît souvent fabuleux, mais quand on fait un petit test de 15 jours, c'est là où on se rend compte si ces super CV, ils sont super pour nous, ou s'ils sont pas plutôt super en prenant les critères d'une autre entreprise. Donc, faut vraiment pas hésiter à leur dire, OK, mais moi, je pars d'abord un test, on voit ce que ça donne, et si ça marche, on prend le contrat, et si ça marche pas, ben, au moins, on n'aura pas de regret d'être passé à côté de ce job board-là ou de cette plateforme. Ensuite, pour attirer les profils, le troisième point qui est, selon moi, très important, c'est de réussir à se mettre en avant, savoir se mettre en avant pour développer son attractivité, montrer ses atouts tout en restant honnête sur, par exemple, les réseaux sociaux, les pages vitrines entreprises. Ça permet de toucher tous les candidats, même ceux qui sont simplement curieux, et après de déclencher une petite envie. Donc, c'est pas forcément simple comme ça de détecter quels sont les atouts à mettre en avant, de quoi je dois parler pour faire un peu la pub de mon entreprise, cette pub employeur. Et pour ça, ça peut être intéressant de travailler avec vos salariés sur ces thématiques pour comprendre, eux, sur quoi ils accordent de l'importance. Parce que parfois, un dirigeant, il va voir certains atouts, un RH, il va voir d'autres atouts, alors qu'en fait, derrière, le salarié, lui, le critère qui fait qu'il choisit une entreprise ou une autre, parfois, il n'est pas du tout ça, et on a des surprises. Donc, autant essayer de faire un peu ce brainstorming, cet échange collaboratif avec les salariés, en leur disant, bon, ben ok, toi, quand tu as cherché un emploi, qu'est-ce que tu cherchais sur une entreprise, ou
Là, maintenant, quand tu es chez nous, quels sont selon toi nos principaux atouts qu'on doit mettre en avant? Parce que ce sont eux qui connaissent, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que je recherche, etc. Quels sont les critères auxquels ils accordent de l'importance. Et donc, ça permet ensuite de trouver un petit peu quelle est la proposition employeur qu'on a et de se dire, bon, bah, ok, mon salaire, mon package de rémunération, il est celui-ci, mais à côté, ben, j'ai d'autres conditions. Je vais proposer des opportunités d'évolution, je vais avoir d'autres avantages, parfois des avantages en nature, des fois c'est le secteur aussi qui est un atout. Donc il y a tous ces avantages-là qu'il faut aussi mettre en avant et pas simplement se dire, bon, bah mince, j'ai un salaire... parfois, le package il est un peu moins développé que les grosses boîtes parce que je peux pas avoir de ticket resto, parce que j'ai pas encore de CSE et un budget CSE. Voilà, il y a plein d'avantages forcément qu'on n'a pas encore ou qu'on peut pas mettre en place parce que c'est un coût trop élevé. Mais derrière, il y a certainement d'autres avantages qui sont pas forcément monétaires et qui peuvent déclencher l'envie d'un candidat de venir chez vous. Mettre aussi en avant sa politique RSE peut avoir un impact significatif. Nous, en ce moment, on a à peu près un candidat sur 3 qui, lors du processus de recrutement, va évoquer ces thématiques-là à un moment ou à un autre. Donc, on a de plus en plus de candidats qui sont hyper attentifs à ces éléments-là, à les regarder, nous, ce qu'on fait, comment on se positionne sur tous ces enjeux-là et concrètement, comment ça se transpose au quotidien dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à mettre en avant tout cela pour être d'autant plus attractif. Ensuite, une fois qu'on a attiré les bons profils, il faut savoir les recruter. Donc, comment recruter les bons profils? Nous, chez Tetris, on a trouvé qu'il y avait son besoin. Il faut d'abord être soi-même au clair sur ce qu'on recherche comme profil. Ça va nous permettre déjà d'avoir une annonce qui va être claire, les missions vont être bien définies, les qualités qu'on recherche chez le candidat vont être bien exposées. Et du coup, cette annonce, le candidat va pouvoir se projeter plus facilement parce qu'elle est bien écrite, elle est claire, c'est fluide, quoi. Et ensuite, ça va nous permettre aussi de faire des recherches de CV efficaces et de pas perdre de temps avec des candidats trop éloignés de notre besoin. Donc parfois, pour bien définir le besoin, il faut un peu challenger entre guillemets les managers, prendre le temps avec eux de redéfinir leurs besoins, de leur dire aussi nous en tant que RH, que recruteurs, ben, ce qu'on avait imaginé pour leur équipe, pourquoi tel choix, pourquoi pas tel autre choix. Et comme ça va permettre d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, de ce qu'on a besoin pour ce poste-là, et de savoir qu'est-ce qu'on doit rechercher. Donc savoir que je vais pouvoir aller plutôt sur tel job board parce que c'est un profil, par exemple, jeune diplômé, ou j'ai plutôt aller sur un tel autre job board parce qu'il y a tel autre critère. Donc vraiment, d'abord, il faut savoir, pour savoir recruter, il faut savoir ce dont on a besoin et être bien au clair avec tout ça. Et donc ensuite, ça va nous permettre donc dans un deuxième temps de sélectionner nos sources parce qu'on peut pas tout exploiter. Toutes les bases ne vont pas nous convenir, donc il vaut mieux exploiter quelques sources et mais vraiment le faire au maximum et vraiment y aller à fond sur ça. Et pour des besoins très spécifiques ou compliqués, parfois, il vaut mieux s'appuyer sur un cabinet de recrutement ou un recruteur freelance qui va être spécialisé. On peut se dire, oui, certes, ça va avoir un coût quand même élevé, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, mais cette dépense, au final, parfois, ben, c'est un mal nécessaire. Ça va vous permettre de gagner 3 mois, 6 mois sur un processus de recrutement, donc d'avoir un candidat qui va arriver 6 mois plus tôt que si vous l'aviez cherché par vous-même. Et ben finalement, avec la perte que vous avez parce que vous n'avez pas le bon profil dans vos équipes, parfois, ça peut valoir le coup du coup de s'appuyer sur un cabinet de recrutement ou même un recruteur freelance qui peut prendre une mission si c'est juste un recrutement. Il y a vraiment des solutions adaptées à toute entreprise. Et là, le principal, c'est de vraiment trouver le bon partenaire sur qui s'appuyer, parce que ce partenaire-là, après, il va être un petit peu ambassadeur de votre entreprise. Donc, il faut un petit peu y aller au feeling aussi pour le choix de son cabinet de recrutement. Il faut que ce recruteur-là, vous ayez vraiment des valeurs en adéquation parce qu'il va vous représenter face au candidat. Et ensuite, le troisième point, c'est de faire confiance, mais pas trop, parce que le candidat parfait n'existe pas. Donc ça sert à rien de voir 50 candidats en entretien, parce que plus on va chercher, plus on va se rendre compte qu'il manque toujours cette petite qualité, ou que parfois, il n'y a pas tout à fait l'expérience qu'on avait imaginée, mais souvent, si on laisse sa chance à des candidats juniors, ça permet quand même de renforcer les équipes et d'avoir un junior qui monte en compétence avec vous. Et donc, mieux vaut avoir parfois un candidat pour qui il manque
un tout petit 10% sur une compétence, mais au moins il est avec vous plutôt que de n'avoir personne sur le poste. Donc nous, chez Tetris, on part aussi du principe qu'on change pas la personnalité d'un candidat, mais par contre, on peut toujours l'accompagner dans sa montée en compétences. Donc c'est très simple, si à l'issue d'un entretien, la personnalité, ça matche pas, si on a identifié un trait qui nous semble ne pas convenir à l'équipe, pour nous, ça va être, on stoppe directement le processus de recrutement sans avoir de regrets, parce qu'on sait que la personnalité, on va pas la changer. Le candidat, il arrive tel qu'il est, il est lui-même, et c'est pas en intégrant une équipe qu'il va pouvoir changer sa personnalité. Par contre, ses compétences, s'il lui manque une compétence, mais qu'il est motivé, qu'il a envie d'apprendre, ça, nous, en tant qu'entreprise, on va toujours pouvoir l'accompagner sur cette dimension-là. Donc, il vaut mieux quelqu'un pour qui il manque parfois 25% sur une compétence ou qui n'a pas vu tel secteur d'activité, sur qui on va faire un pari parce qu'on sait que le mindset est là, la personnalité est là, l'envie est là. Et au final, on gagne du temps plutôt que d'attendre le candidat parfait. On a un candidat qui nous rejoint, qui monte en compétence avec nous, et 6 mois après, il a la formation parfaite parce qu'il a été formé en interne. Donc, il ne faut pas non plus s'épuiser avec des processus à rallonge. Certes, on doit être sûr de son choix, mais à force de vouloir se rassurer en rajoutant une étape, tiens, je vais le faire rencontrer avec telle personne de l'équipe pour avoir son avis, telle autre personne, en fait, on va perdre un temps précieux parce que le candidat, lui, il va pouvoir aussi, ça va un peu le décourager, se dire bon, ils sont pas sûrs. Apparemment, j'avais raté l'entretien. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui fait que j'ai pas réussi à les convaincre. Donc tout ça, plus on rallonge un processus de recrutement, plus on insère un petit doute aussi parfois dans le candidat, plus on va le démotiver et plus on maximise aussi le risque qu'ailleurs on ait une entreprise qui soit plus rapide, qui lui fasse une offre claire, précise et du coup qu'il accepte cette offre-là. Donc un processus simple et clair, c'est vraiment un candidat qui va être impliqué et motivé. Alors par contre, il faut aussi faire attention à pas trop se laisser influencer par les recommandations parce qu'un profil qui est pertinent dans une société X, il va pas l'être forcément dans votre société. Donc nous souvent on nous recommande plein de candidats, ah tu vas voir, il est super, mais il faut vraiment se laisser cette possibilité de refuser poliment en expliquant ok, nous on a fait un entretien, on n'a pas forcément eu de feeling ou il y a ce petit truc là qui nous chagrine et pas y aller si vous ne le sentez pas vous, même si on vous l'a recommandé, parce que souvent c'est des personnes externes à l'entreprise qui connaissent pas votre société, votre contexte, et du coup ils imaginent des choses et finalement c'est pas forcément ça. Donc il faut faire attention à toutes ces recommandations parce que les gens font ça pour nous aider, mais parfois c'est pas forcément un bon cadeau ou un bon coup de main. Donc faites-vous confiance sur ce point-là. Et ensuite, une fois qu'on a attiré et recruté, il va falloir pouvoir retenir et fidéliser ses talents. Donc avant l'arrivée, c'est très important, une fois que la promesse d'embauche est signée, de toujours rester dispo pour sa future recrue. Souvent, le candidat recruté, il est très impatient, mais il est aussi très stressé. Donc il faut pouvoir lui donner des nouvelles, de la visibilité sur les étapes avant son arrivée. Tout ça, ça vous permet de commencer à tisser des liens. Nous, on s'appuie également sur Home Explorer, donc avec Emmanuel qui vous en dira plus juste après. Donc ça permet vraiment de déstresser, d'apporter vraiment un confort pour les futurs recrues. Et donc avant l'onboarding, elles se déstressaient et le jour J, elles sont là, elles arrivent, elles sont prêtes et disponibles pour commencer. Et lors de l'onboarding, il faut réussir aussi à se dégager du temps pour les premiers jours et aider la personne à s'intégrer au sein de l'équipe, à trouver leur place. C'est vraiment très important parce que c'est un peu la première impression et si ça fonctionne pas, après c'est hyper compliqué pour initier une relation long terme de collaboration, pour redresser la situation. Donc vraiment, si ça part mal dès le départ, après on rame beaucoup pour corriger le tir. Donc vraiment, prenez le temps les premiers jours d'être disponible, de suivre l'onboarding, le premier jour, la première semaine, le premier mois, et puis après le premier trimestre qui correspond en général à la période d'essai. Et notamment, on a constaté que c'est lorsque les personnes arrivent au sein de Tetris qu'elles nous rejoignent, qu'elles sont le plus enclins à coopter. On a des personnes qui sont là depuis 2 semaines, qui ont déjà coopté 3-4 personnes parce qu'elles viennent d'arriver, c'est tout frais pour elles, elles en parlent autour d'elles et c'est à ce moment-là qu'elles ramènent le plus de monde au niveau recrutement. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en place un programme de cooptation et à en parler à toutes ces nouvelles recrues.
Et surtout, il ne faut pas avoir peur des ruptures de période d'essai. C'est normal quand on recrute, tant que ça reste occasionnel. Le recrutement, c'est pas une source exacte. On a vraiment le droit de se tromper. On a beau être le plus clair possible pendant les processus de recrutement, poser toutes les questions qui nous semblent pertinentes. Parfois, on a des mauvaises surprises lorsque la personne arrive et prend son poste. Et il faut pas forcément le voir comme un échec, hein. C'est vraiment un essai. C'est l'occasion de se rendre compte que ça marche pas, autant s'arrêter dès le début et permettre aux candidats de rebondir directement ailleurs. Et puis à l'équipe aussi de rebondir en recrutant une autre personne. Donc voilà, il faut pas voir ça forcément comme quelque chose d'effrayant et qui fait peur. Plus on recrute, plus malheureusement c'est des choses qui nous arrivent. Et tant que ça reste occasionnel, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis, il faut poursuivre ses efforts tout au long de la carrière pour préserver les moments de convivialité, surtout en ces périodes Covid où la distance vraiment s'impose un petit peu au quotidien. Donc, instaurer des rituels virtuels d'équipe, ça peut permettre à chacun de trouver sa place. Nous, par exemple, on a beaucoup d'équipes qui font des cafés virtuels tous les mercredis matins. Ils prennent un petit café en visio où voilà, ils font plein de choses comme ça en virtuel. Ils ouvrent des open space virtuels aussi pour pouvoir se connecter, parler la journée, même s'ils sont chacun en télétravail. Et donc tout ça, ça donne un petit peu un côté convivial, un côté esprit d'équipe, et ça permet d'engager progressivement aussi les nouvelles recrues sur les projets pour qu'elles se sentent pleinement intégrées. Donc il y a pas mal de dispositifs qu'on peut utiliser. Par exemple, au sein de Tetris, on vient de mettre en place Swile, donc notamment pour la partie ticket restaurant, mais aussi pour la partie vie d'entreprise, puisque Swile propose une sorte de Facebook d'entreprise. On peut créer des événements, célébrer des choses, que ce soit un anniversaire pro, perso, mais aussi célébrer la concrétisation d'un beau projet. Donc tout ça, ça permet à la fois de fidéliser les nouveaux talents, mais aussi ceux qui sont déjà là et présents au sein de l'entreprise. Et voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Fanny. Écoute, un beau témoignage sur ce que vous avez vécu dans votre croissance en gardant, je tiens à le souligner, une dimension humaine, et c'est vraiment quelque chose qui nous est cher au sein du pôle Alpha RLH. Allez, on passe la parole à Christophe qui va nous expliquer comment est vu le sujet d'un point de vue d'un gros comme SPI. Bonjour à tous. Je vais de suite rassurer déjà Thomas et David. Je vais tâcher de ne pas répéter ce que vient de faire brillamment Fanny sur les bonnes pratiques, puisqu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont faites à la fois par des petites entreprises, mais également par les grands groupes. Donc, je vais essayer de ne pas répéter les mêmes choses, mais plutôt peut-être faire des zooms sur des actions un petit peu différentes. C'est pareil pour les grands groupes. SPI a fêté ses 120 ans. C'est aussi difficile parfois de recruter, de fidéliser, voire même d'attirer, même quand on a 120 ans, parfois beaucoup de collaborateurs, beaucoup de personnes ne savent pas nécessairement ce que fait SPI. Je vais juste faire un très rapide... alors j'ai un petit problème visiblement pour avancer, mais ça va, voilà. Juste pour en quelques mots, juste vous rappeler que SPI, donc c'est un grand groupe. On est surtout dans les domaines de l'énergie, de la communication. On est sur l'ensemble sur la longueur de la création de valeur, de la conception jusqu'à la maintenance d'installations économes d'énergie. On est membre actif bien évidemment d'Alpha Route des Lasers. On intervient principalement au niveau du DAS, énergie et bâtiments intelligents. Et on se positionne plutôt comme intégrateur, end-user, de l'ensemble de l'écosystème d'Alpha Route des Lasers. Alors, pourquoi parfois c'est si difficile pour nous d'attirer, de recruter? Eh bien, c'est parce que 46 000 collaborateurs en Europe et 20 000 en France à fidéliser ou même à recruter, eh bien, ça fait beaucoup de masse. Donc, c'est à la fois du recrutement de masse, mais également répondre à des besoins singuliers. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter modestement à partir de certains exemples de bonnes pratiques réalisées au sein du groupe. Alors, juste également sur les collaborateurs, aujourd'hui chez SPI, c'est beaucoup de métiers, c'est 70% de techniciens, c'est 12% de cadres. Donc, finalement, on est ouvert à beaucoup de métiers du numérique, du bâtiment, de l'automatisme, de l'industrie, du secteur tertiaire, du poste de technicien jusqu'au poste d'ingénieur en cybersécurité. C'est 2200 recrutements par an en France, au niveau du groupe SPI. Et finalement, on doit répondre à un marché de l'emploi qui est très tendu, pour les mêmes écueils qui ont été présentés précédemment par Fanny, à savoir qu'on est sur des domaines extrêmement dynamiques où l'offre est supérieure à la demande,
qu'on est parfois sur des secteurs d'activité qui ont été délaissés, hein, ce que présentait tout à l'heure Alexandre, c'est-à-dire qu'il s'agit de recréer finalement une attirance pour les jeunes par rapport à nos différentes filières. On est sur des nouveaux métiers également où il y a des nouvelles expertises, donc relativement peu de postes aujourd'hui et peu de formations créées. C'est aussi difficile pour les grands groupes que pour les PME de recruter et de fidéliser. Il y a donc une nécessité également d'innover pour recruter. C'est vraiment le nouvel enjeu de nos entreprises. Et puis, il y a l'intégration de phénomènes de plus en plus sociologiques, de plus en plus forts. Il faut aller de plus en plus vite. On parlait beaucoup de réseaux sociaux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont changé fondamentalement l'approche des relations. Ils accélèrent les relations, donc il faut aller de plus en plus vite, sans pour autant perdre notre temps sur certains processus qui sont parfois la marque de fabrique de certains grands groupes qui préfèrent sécuriser à la fois les recrutements et les processus de gestion de compétences. Donc pour nous, le contexte attirer, recruter et fidéliser est nouveau. Le rapport de force, c'est inversé, je pense que tout le monde le voit. Et un employeur doit se montrer sous la meilleure image. C'est donc plus un sujet spécifiquement lié aux ressources humaines, mais c'est bien une stratégie complète de l'entreprise que de recruter et de fidéliser. Alors, 3 thèmes, donc attirer quelques bonnes pratiques. On le présentait précédemment. Le plus important, c'est de diversifier les rencontres avec les jeunes, puisque là aussi, on a cette gestion des pyramides de cette pyramide d'âge qui est extrêmement important. Donc, on multiplie les rencontres, les forums, les salons, les petits déjeuners, les webinaires, enfin, toute forme de rencontre qui permet de se faire connaître ou de faire connaître l'entreprise. Il y a également, et ça c'est un point important, la volonté d'une promotion du tuteur pour privilégier l'apprentissage. Non seulement il faut attirer les apprentis, mais il faut également les accompagner, les accompagner tout au long de leur formation. Et un bon apprenti heureux sera un futur collaborateur, alors peut-être pour notre entreprise, mais surtout pour les différentes filières. Voilà, on a eu pendant de nombreuses années un certain nombre d'apprentis qui se sont éloignés de la formation vers laquelle ils voulaient se tourner, et c'est un peu dommage. Alors chez SPI, on est dans 2 conventions, hein, finalement on est plutôt entre le numérique et le bâtiment. On est sur des secteurs très dynamiques. L'apprentissage, c'est un des vecteurs de recrutement. Il faut vraiment le privilégier. Donc la promotion du tuteur, c'est une formation qu'un collaborateur de SPI reçoit pour être apprenti. Donc il est vraiment, pour accompagner un apprenti, il est donc vraiment formé et accompagné tout au long du processus. La promotion des ambassadeurs d'école, c'est-à-dire c'est de mettre à disposition du temps à nos collaborateurs pour aller faire de la promotion de notre entreprise au sein des différentes écoles et de formation. La promotion de la cooptation, c'est-à-dire ne pas avoir peur de faire appel à nos propres collaborateurs pour aller recruter des collaborateurs proches de leur cercle familial ou de leur cercle professionnel. Donc, il y a une prime à la cooptation, une prime qui a vocation vraiment à accélérer ces phénomènes de recrutement. La promotion de la féminisation au travers de la création d'un réseau qui s'appelle le réseau SOSPI Ladies. Dans le bâtiment, 90% des collaborateurs sont encore des hommes. Donc, on a vraiment besoin de montrer que nos métiers ne sont pas uniquement réservés aux hommes, mais s'ouvrent bien évidemment aux femmes. Et puis, vraiment, le sujet important également, c'est la promotion du sens de nos métiers auprès des millénials, hein, c'est-à-dire l'ensemble des jeunes collaborateurs qui recherchent, pour différentes raisons, soit une attirance vis-à-vis du RSE, que ce soit le bien-être au travail, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, mais c'est également la recherche de quête de sens de son activité. Alors, on est sur des métiers, on a cette chance-là qui ont vocation à donner du sens à l'activité, hein, qui sont en particulier les métiers liés à l'efficacité énergétique. Et c'est vraiment un point beaucoup plus important qu'il y a encore quelques années. Alors, l'une des nouvelles tendances, et qui est vraiment une stratégie d'entreprise, c'est la marque employeur. Alors, la marque employeur, c'est aujourd'hui un mot que l'on voit passer un petit peu partout. C'est une stratégie qui est alors à 2 niveaux. Une stratégie pour les propres collaborateurs de l'entreprise, c'est-à-dire un travail collaboratif qui permet de
de définir ce qui est important pour l'entreprise. Il s'agit, par exemple, pour SPI, après un travail d'une année, d'avoir défini finalement 3 axes qui sont la passion, l'audace et la diversité. Ce sont les 3 termes, ce sont les 3 piliers qui ont été sélectionnés par les collaborateurs de SPI pour faire de la marque employeur SPI le fer de lance de la présentation de l'entreprise. Donc, avoir une marque employeur, que ce soit pour une PME ou une petite entreprise, c'est une façon de montrer finalement les raisons pour lesquelles vous pouvez intégrer une entreprise. On est plus lisible sur le marché de l'emploi, parce que c'est toujours plus facile de parler de ces sujets-là plutôt que de nos métiers. Et puis, ça permet d'attirer ce qu'on appelle aujourd'hui les talents. Alors, tout le monde l'utilise, mais c'est vrai que le mot talent résume bien. Aujourd'hui, on essaye de chercher les meilleurs collaborateurs, les collaborateurs qui pourront trouver vraiment au sein de l'entreprise tous les motifs de satisfaction. Et puis, de partager avec nos propres collaborateurs nos ambitions et ce qui fait l'ADN de l'entreprise. Voilà, c'est la marque employeur, c'est une stratégie certes de marketing, on en parlait, c'est souvent une façon de se présenter sur les réseaux sociaux, mais pas que ça, c'est pas que l'attirance, c'est aussi une technique, enfin une philosophie de fidélisation de nos propres collaborateurs qui doivent être fiers de porter les couleurs de son entreprise. Et puis le dernier sujet qui est le sujet du recrutement, en tant que tel, on a professionnalisé le recrutement, alors au travers d'équipes bien évidemment professionnels de recrutement spécifiquement dédiés à cette mission, des portails Internet qui ont été changés. Les réseaux sociaux font partie aujourd'hui des procédés de recrutement. La mobilisation générale de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Il faut savoir que chez nous, la durée moyenne de recrutement, c'est 2 à 3 mois, donc c'est relativement long. Mais c'est quelque chose qui doit être le mieux géré possible pour éviter justement que les éventuels candidats n'aille postuler ailleurs. Et puis, alors je vous ai juste remis quelques pourcentages d'extension des modalités de recrutement. Aujourd'hui, on recrute en interne à hauteur de 70% de nos collaborateurs, que ce soit par la cellule de recrutement, la promotion, la cooptation, par l'apprentissage. C'est 20% au travers des activités par intérim, c'est-à-dire l'entrée de l'entreprise par l'intérim et puis ensuite passage en CDD ou en CDI. C'est plutôt tendance à la baisse. Et puis, de plus en plus de recrutement via des cabinets de recrutement. Alors, principalement pour des postes à haute valeur ajoutée ou à valeur ajoutée, de manière à apporter un œil un peu différent sur la façon de recruter. Et puis, une fois qu'on a recruté, et ça fait partie encore de la phase de recrutement, c'est le processus d'intégration, d'accueil, puisque là aussi, il faut garantir qu'une fois qu'on a recruté, la personne soit bien accueillie et qu'elle suive un certain nombre d'étapes nécessaires pour être bien intégré dans l'entreprise. Enfin, je vais finir par la fidélisation, qui est quand même l'un des moyens de résoudre partiellement le problème de recrutement. Plus on fidélise, moins on aura besoin de recruter. On a la nécessité de répondre aux différentes raisons de départ. Alors, on a également fait un petit sondage. Enfin, on a systématiquement, à chaque départ d'un de nos collaborateurs, une enquête de la raison principale liée à son départ. Comme pour les PME, le motif de la rémunération, c'est aussi un sujet. On est toujours le plus petit de quelqu'un de plus gros. Donc, 50% des motifs de départ sont liés à des rémunérations. 20% c'est lié à l'évolution de carrière. Le 20% c'est lié à l'organisation du travail. C'est un point important, à la posture managériale. Nos managers ont eu aussi une responsabilité pour que ça se passe bien. Alors, ça s'agit de l'organisation, du surménage ou tout simplement la suractivité peut être une cause de départ. Et puis 10% qui sont liés à différents motifs externes de l'entreprise. Alors, quelques bonnes pratiques, c'est la promotion des moments de cohésion malgré le Covid. C'est une démarche spécifique de reconnaissance, dire merci et de valoriser les bonnes pratiques. Ça fait partie également des moyens de fidéliser et de remercier nos collaborateurs. Une promotion de la communication de proximité, Fanny nous en parlait tout à l'heure, au sein de l'entreprise. C'est le même sujet au travers de différents réseaux. La formation des managers, ça c'est vraiment un point important. Aujourd'hui, former nos managers à comment on recrute, comment on accompagne nos collaborateurs dans leur vie professionnelle, ça fait partie totalement de leur package de formation. Le déploiement de charges de déconnexion, on est aussi dans le numérique, ça fait partie aussi des bonnes démarches RSE. Et puis,
On a également une démarche complète qui est liée à notre business pur, puisque avec 46 000 collaborateurs, ce que l'on vend avant tout, c'est du service. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on se refuse à aller chercher des affaires où on ne va pas avoir la certitude de garantir à nos collaborateurs des bonnes conditions de travail. Et donc, c'est une recherche continue de compétitivité au travers finalement d'une politique commerciale intégrée à ce processus de fidélisation de nos collaborateurs. Voilà, c'est vraiment un ensemble de démarches pour montrer que l'ensemble de l'entreprise est engagé dans ce processus de fidélisation. La gestion des compétences et la formation qui sont aussi d'autres manières de fidéliser nos collaborateurs. Voilà, j'essaye relativement d'être court, j'espère que j'ai été bref. Mais je pense que chacun peut trouver dans ces différentes méthodes, que ce soit PME ou grande entreprise, des méthodes pour essayer de mieux recruter, de mieux attirer et de mieux fidéliser. Merci à vous. Merci, un grand merci Christophe pour ce témoignage et ce partage. Donc je pense que vous l'avez compris, le pôle fait son maximum sur le domaine de l'emploi. Nous sommes connectés à tout le tissu de formation initiale. Nous œuvrons aussi sur le domaine de la formation continue. Il ne faut pas oublier le sujet de PILA. PILA est un centre de formation continue, historiquement, sur les sujets de la formation laser. On est en train d'étendre le scope de PILA à l'électronique. On est aussi, bien sûr, totalement imbriqué avec notre écosystème. On a parlé du TMM, on peut parler des CCI. Mais à un moment, le pôle doit toujours se centrer sur ces métiers, l'accompagnement de l'innovation, l'accompagnement à l'international, et on a besoin de partenaires pour nous aider à aborder ces sujets. Et c'est comme ça qu'on travaille avec Agnès et avec Emmanuel. Et je passe la parole à Agnès. Bonsoir à tous. Écoutez, merci en tout cas de m'accueillir sur ce webinaire. Je vais faire assez bref. Je vais essayer d'être assez concrète et bref pour qu'effectivement on ait le temps pour Emmanuel et pour vos questions à tous. Donc rapidement, je suis Agnès Delaunay, consultante en recrutement donc au sein du groupe Partner sur la région Sud-Ouest et spécialisée particulièrement dans l'industrie, secteur d'activité dans lequel j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans. Donc sur les postes ingénieurs cadres et postes pénuriques, finalement, qui sont le cas de beaucoup de domaines et de postes aujourd'hui. On va en parler un petit peu ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai fait un premier petit point, si j'ose dire, sur l'année d'après. Donc je pense qu'Alexandre Le Camus en a très très bien parlé tout à l'heure. C'est simplement pour donner un petit peu d'optimisme forcément par rapport à 2022, 2020 ayant été marqué par des chutes de 40% de l'emploi, que ce soit dans l'intérim, qui est un gros marqueur de l'emploi en France, et chez les cadres. 2021, on a enfin dépassé le niveau de 2019 au mois de juin, et sur 2022, de très bonnes prévisions sur la création des emplois. Cependant, vous verrez à côté, comme vous le voyez, les difficultés. Donc, j'ai écrit difficultés 7 entreprises sur 10 en fin 2021. C'est les difficultés liées au recrutement. Donc, effectivement, ensuite, nous avons alors les facteurs clés de succès pour attirer des talents en 2022. Il ne s'agit pas ici d'être exhaustif, mais de donner quelques clés. Et on pourra en reparler ensemble, bien évidemment. Ça a déjà été évoqué auparavant et effectivement, les entreprises le constatent aujourd'hui. Les critères de choix et les attentes des candidats, donc qui restent alors les mêmes par rapport à critère de choix numéro 1, la mission et la rémunération. Certes, c'est le critère de choix numéro 1, mais viennent s'ajouter en deuxième position maintenant avec cette importance pour 41% des candidats, qui est vraiment la satisfaction personnelle et la quête de sens. Et ça, c'est passé en position numéro 2. C'est vraiment très important pour eux. Donc, finalement, aujourd'hui, j'ai bien mis effectivement l'importance des critères en lien avec la quête de sens, et on en vient à la marque employeur, cette fameuse marque employeur dont on entend tellement parler. Finalement, si on prend quelques chiffres qui sont assez marquants, on a 92% des personnes interrogées, donc c'est un sondage de Talent Life en 2021, qui envisageraient de changer d'emploi si on leur proposait une opportunité dans une entreprise dont les valeurs sont en adéquation avec les leurs. Donc c'est un chiffre énorme, 92%, c'est juste énorme. Et effectivement, sur la marque employeur, ça a été évoqué tout à l'heure et par Fanny et par Christophe, que 75% des candidats donc, prennent en compte la marque employeur. Ça veut dire quoi? Et effectivement, Alexandre l'a dit aussi,
tout le monde va voir sur Google, sur des sites, pour ne pas les citer, mais bon, il y a Glassdoor et d'autres sites internet qui font, où il y a des témoignages des salariés sur les entreprises, et c'est 75% des chercheurs, des gens en recherche d'emploi, et même d'ailleurs des personnes en poste qui sont à l'écoute. Donc ça, c'est pour les premiers. Et le chiffre, j'ai mis à la fin la pénurie de candidats qualifiés qui s'accentue. Et effectivement, il y a une étude qui est assez intéressante qui dit qu'effectivement, dans les années 2020, une étude de McKinsey Global Institute qui est parue en 2018, dans les années 2020, il y aurait 15 à 16 millions de personnes sur l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada et Europe, qui manqueraient des personnes puisque les personnes ne seraient pas assez qualifiées. Donc, on rejoint complètement ce qu'a dit Alexandre Le Camus tout à l'heure. Et effectivement, avec l'étude Comet de l'UIMM, extrêmement intéressante, et sur l'industrie qui a été dans les années 80, je pense particulièrement en France, on a commencé je parle pour l'industrie en particulier, à dévaloriser, si je puis dire, l'industrie. Il y a tout ce travail aujourd'hui de valorisation auprès de l'inconscient collectif, tout simplement, et effectivement auprès de nos jeunes et dans les formations sur l'industrie et d'autres secteurs d'activité également. Donc finalement, si on est sur les facteurs clés de succès pour attirer les talents en 2022, il y a toujours l'annonce et l'annonce, oui, effectivement, les annonces pour convaincre le maximum de candidats qualifiés de candidater. Et j'ai bien mis le maximum de candidats qualifiés de candidater. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, et je pense que c'est Fanny qui l'a dit tout à l'heure, c'est pas l'objet de recevoir, lorsque l'on met une annonce en tant que recruteur, l'objet n'est pas de recevoir le maximum de candidatures et d'être noyé, mais de recevoir le maximum de candidatures qui sont en adéquation avec le poste. Et c'est là la grande nuance, effectivement. Et pour ça, au niveau donc ce serait des candidatures pertinentes. Donc, je dirais pour la rédaction d'une annonce, et ça se fait en amont avec une annonce, c'est une fiche de poste, ça part d'une fiche de poste, mais pas que, effectivement, puisqu'il faut penser dans une annonce, il y a l'indispensable, si on devait dire l'indispensable, la localisation, l'entreprise bien évidemment présentée, la localisation, le type de contrat, la date de démarrage, la mission, les compétences, le salaire. D'accord, très bien. Donc, le salaire, il faut savoir qu'en général, c'est souvent un débat, il est souvent peu mis. Ça génère en règle générale 80% de clics en plus. Ça, c'est l'APEC qui le met, donc l'APEC donc pour les recrutements cadres. Sur les annonces où il y a le salaire, il y a 80% de clics en plus. Donc, à savoir, est-ce qu'on met une échelle peut-être ou une fourchette. Donc, effectivement, ensuite, on passe à l'essentiel. Il y a peu d'annonces qui mettent cet essentiel qui est le petit plus sur le contexte du recrutement. C'est essayer de permettre aux candidats de se projeter. Donc, si on a un candidat qui se projette, forcément, on va avoir des candidats plus pertinents. Et ça rejoint ce qu'a dit Stéphanie tout à l'heure avec les gens qui arrivent, qui nous disent « Ah oui, effectivement, tiens, je connais un tel, il peut être super. » Mais ces gens sont externes, des gens externes à l'entreprise. Un candidat peut être extraordinaire, top, mais pas pour l'entreprise. Il ne matchera pas avec cette entreprise-là. Donc ça, c'est un point important. Et il y a le troisième élément qui serait, je dirais, on a eu donc l'indispensable, l'essentiel, donc contexte de recrutement, description de l'équipe, présentation du manager, processus de recrutement. Donc ça donne des informations, on donne au candidat à se projeter. Et je dirais la dernière info dans l'annonce, l'exceptionnel. Donc les éléments qui s'adressent au candidat comme s'il était déjà en poste. Donc, effectivement, au niveau du process de recrutement, c'est mettre en place un parcours candidat court et personnalisé. On vient vraiment sur la création du lien. Un process trop long, c'est un candidat sur 3 qui a déjà stoppé un processus. Donc, finalement, un candidat, quoi qu'il se passe, un candidat qui est satisfait, c'est un ambassadeur pour votre entreprise. Je dirais qu'il faut vraiment faire un parallèle avec vos clients. Finalement, tous vos clients, ils sont uniques et importants. Et ben, tous vos candidats, ils le sont également. Et ça, je pense que votre candidat d'aujourd'hui peut être votre client de demain. Il ne faut pas l'oublier. Alors, rapidement, sur les fameux hard skills, soft skills et même math skills. Donc, rapidement là-dessus. Et effectivement, donc les hard skills qui vont être le savoir-faire, soft skills, le savoir-être, donc les compétences comportementales. Et on a même les math skills, alors qui peuvent s'intégrer dans les soft skills, mais ça va être les compétences un peu folles, je mets des guillemets. Ce sont les expériences, les compétences peu communes. Donc, par exemple, ça peut être effectivement, là, vous voyez quelqu'un, il est sur son vélo, c'est un peu fou, mais ça peut être une expatriation, ça peut être effectivement, j'ai un client, moi, qui m'a dit un jour qu'il avait recruté quelqu'un parce que la personne faisait du modélisme.
Alors, ça peut paraître fou, mais effectivement, du modélisme, ça dénote une personnalité très minutieuse, très patiente. Donc, c'est ces points-là, ces sujets-là qui sont vraiment tout aussi importants. Donc, finalement, comment finalement déterminer les soft skills clés en fonction d'un poste, parce que il y a déterminer les soft skills chez un candidat, mais les soft skills clés en fonction d'un poste. On rejoint, c'est toujours partir de l'amont, l'entreprise. Par exemple, pour un poste d'acheteur, un acheteur dans une entreprise qui va vendre, par exemple, des produits assez low cost, on va commencer avec le low cost, il va devoir, avec ses fournisseurs, il va devoir s'imposer. Il va devoir être vraiment dans une position de s'imposer. Peut-être ce sera du one shot. On ne va pas rechercher la même chose que chez un acheteur où on va être avec des fournisseurs sur la création d'un lien. Donc là, c'est différent. Donc, c'est tous ces éléments-là, à partir de l'ADN de l'entreprise, son positionnement au niveau marché, forcément. Et bien évidemment, on va en entonnoir sur l'équipe, parce que ça dépend aujourd'hui, l'équipe, les collaborateurs et les collègues. On ne va pas attendre les mêmes choses. Et effectivement, ensuite, on arrive à quels sont les soft skills, quels sont les savoir-être qu'on peut attendre dans ce poste pour que ce soit une pleine réussite. Et comment les déceler chez un talent? Donc, plusieurs méthodes. On va pouvoir faire les tests de personnalité professionnelle. Très important de les débriefer avec les candidats. Je me permettrai de vous en envoyer un à tous. Si vous voulez qu'on le débriefe ensemble, ce sera avec grand plaisir. La mise en situation en entretien. Donc ça, c'est important aussi, une mise en situation d'une expérience. Raconter mon expérience, que c'est bien de dire oui, je suis quelqu'un d'organisé et de rigoureux, mais ok, il faut l'illustrer. Donc ça, c'est des points très importants qui doivent être faits pendant un entretien. Donc je passe assez vite. Je me permets parce qu'effectivement, pour Emmanuel qui suit. Donc l'intégration, une étape cruciale. Donc ça a été énormément dit avant et c'est très très bien parce que c'est extrêmement important, intégration et onboarding, et je vous en remercie d'en avoir parlé. J'irai juste un chiffre, le fameux 80% des nouvelles recrues qui prennent la décision de rester ou pas dans les 6 premiers mois. Donc ça, c'est le chiffre qui doit vraiment, je pense, qu'on doit garder en tête. L'intégration, simplement pour dire que l'intégration, elle commence pas au premier jour. Elle commence en amont. C'est Fanny, je pense, qui en a parlé tout à l'heure. Effectivement, créer du lien en amont. Le premier jour je pense qu'il est très, très important. Et on voit 82% des entreprises ne se sentent pas prêtes à l'arrivée du nouveau talent. Et on voit qu'effectivement, le premier jour, c'est ce qui va marquer le candidat pour tout le reste de son expérience. Ça va être très marquant. C'est comme, vous savez, on dit les fameuses 15 premières minutes en commercial. C'est un peu la même chose. C'est d'arriver, d'avoir son ordinateur, d'avoir ses outils si on est en prod, d'avoir son matériel. Et effectivement, après, en termes d'intégration, un process, alors ça va être des choses qui peuvent être des choses toutes simples finalement, mais c'est souvent dans la simplicité qu'on fait les meilleures choses. Donc, la pré-intégration, le premier jour, donc un accueil qui peut être collectif. Effectivement, un petit livret d'accueil, un système de parrainage, et Christophe en parlait tout à l'heure, un parcours d'intégration donc qui doit être envoyé aux nouveaux talents pour qu'ils se sentent vraiment, j'arrive, je suis accueilli en fait. Ça, c'est important. Et on peut mettre en place un rapport d'étonnement, par exemple, à la mi-période d'essai. Donc ça, c'est des points importants. Le fameux 80%, je pense, à retenir. Il faut savoir qu'un recrutement raté, et oui, on peut toujours rater un recrutement, mais c'est dans les deux sens, de toute façon. Ça peut être une période d'essai, c'est fait pour un candidat comme c'est fait pour l'entreprise. Et il ne faut pas oublier que ça marche dans les deux sens. Ça, c'est très, très important. Mais un recrutement raté, ça peut toujours arriver. On est sur de l'humain. Mais il faut savoir qu'il y a des coûts directs, un salaire, une rémunération, bien évidemment, les coûts de recherche, le temps passé par les ressources humaines, c'est assez complexe à quantifier. Mais des coûts indirects. L'intégration du salarié, sa formation, la désorganisation des services si la personne s'en va pendant la période d'essai et la relance des recherches. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Je pense qu'on est vraiment, si je devais dire, parce qu'on va terminer là, je vais terminer en quelques mots, si je puis dire, mais on est vraiment sur les attentes différentes, une pénurie de candidats, la guerre des talents, alors j'ai mis entre guillemets le terme guerre des talents, que effectivement, chaque entreprise est différente. Trouver ce qui rend la vôtre unique, en fait. C'est le côté marketing client, marketing candidat, la marque employeur. C'est cette création de liens et ce sens, ce suivi, cet accompagnement. Ça, c'est important. Donc, c'est remettre l'humain au cœur des priorités, personnaliser le recrutement avec chacun des candidats, créer du lien. Et votre candidat d'aujourd'hui peut être votre client de demain. Ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, ce qu'on a dit aussi, je pense, en amont tout à l'heure, on avait dit le candidat idéal, il n'existe pas. Oui, on aimerait qu'il existe, mais il faut ouvrir le champ des possibles, voir sur quoi on est prêt à faire des compromis, des choses
comme ça. Ça, c'est très, très important. Et finalement, moi, je dirais pour terminer très rapidement, le mot de la fin, que le recrutement d'un talent, c'est un partenariat qui se construit et qui doit faire sens pour les deux parties. C'est le talent matching, c'est faire, ça marche dans les deux sens, entre vous, entreprise et le talent. Je vois ça comme un partenariat. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à Emmanuel et puis je vous remercie tous. Merci beaucoup Agnès. Bien, donc on va passer la parole effectivement à Emmanuel qui va nous parler cette fois-ci de mobilité notamment. Parfait. Donc, bonsoir à tous. On a écouté les bonnes pratiques pour attirer, fidéliser les talents. Aujourd'hui, pour attirer les talents sur des postes en tension, il faut désormais valoriser également la mobilité géographique, les territoires et le cadre de vie. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu quels sont les enjeux pour les entreprises, comment se vit la mobilité par les salariés, qu'est-ce que la mobilité géographique, et puis aborder rapidement les dispositifs d'aide à la mobilité, d'abord d'ordre public, avec les aides d'Action Logement, et puis les prestations complémentaires qui peuvent constituer une politique globale de mobilité au sein d'une entreprise. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce que les autres intervenants ont dit. La mobilité, aujourd'hui, elle fait partie intégrante du processus de recrutement dans un marché de l'emploi qui est en pleine mutation. On parle de plus de 65% des métiers qui n'existeront pas, qui n'existent pas aujourd'hui pour 2030. Donc, ça veut dire aussi s'appuyer sur l'utilisation de talents innés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise choisit ses talents autant que les talents choisissent l'entreprise. Les salariés vont chercher les entreprises qui sont connues pour développer des actions en matière de qualité de vie au travail, en matière de bien-être du salarié. Il y a des paramètres vraiment extérieurs qui sont pris en considération. Le rapport au travail change et les valeurs personnelles évoluent. L'importance du bien-être est passée de la 25e position à la 4e place dans l'importance des personnes aujourd'hui. Alors, la mobilité, chaque mobilité est un contexte particulier avec des enjeux qui sont spécifiques, qui sont propres à chacun et dans lequel il faut prendre en compte l'individu, le conjoint, toute la cellule familiale pour que celle-ci soit réussie. C'est vraiment quelque chose de très important d'aborder la mobilité de façon globale, de façon à pouvoir embarquer tout le monde avec. Et c'est ce qui en fait la réussite pour l'entreprise et pour le salarié. Même dans un territoire attractif, il peut y avoir des messages un peu alarmistes sur le prix des loyers, sur le marché immobilier tendu, sur une offre très restreinte. Et ça, ce sont des choses qui vont amener un stress supplémentaire sur les salariés qui vont accepter de bouger pour rejoindre une entreprise. Dans des territoires qui sont un peu moins attractifs, il faudra de toute façon valoriser au maximum le territoire et accompagner encore plus le salarié dans son intégration et dans son installation pour qu'il soit, qu'il intègre facilement le fait d'aller dans une région qu'il n'aurait pas choisie initialement. Ça, c'est un premier point. La recherche de logement, elle, peut être complexe aussi. C'est-à-dire que dans un marché tendu,
il y a peu d'offres. Les salariés à distance vont les voir passer. Ils vont également être confrontés à une recherche de logement qui est complexe par rapport aux process qui sont mis en place par les bailleurs, des garanties loyers impayés qui vont par exemple exclure des périodes d'essai, ou le fait que certains bailleurs vont refuser des salariés qui vont arriver de l'étranger sans avis d'imposition français, des biens qui vont être soumis à des lois de défiscalisation et pour lesquels il va y avoir des plafonds de ressources. Bref, en gros, on peut soit gagner trop, soit gagner pas assez, mais l'accès au logement, ça peut être compliqué. Donc, 20% des salariés qui sont recrutés vont déménager. Et avec ce déménagement, eh ben, il peut y avoir le conjoint, et la situation professionnelle du conjoint, c'est un vrai point clé pour que la mobilité soit réussie. Dans les autres problématiques familiales, il va y avoir pour les personnes qui sont étrangères et qui arrivent d'autres pays, le barrage de la langue, des cultures différentes. Bref, tous ces éléments sont amplifiés, évidemment, quand la langue parlée n'est pas le français. Alors, la mobilité doit donc être accompagnée. Mais la mobilité, c'est quoi exactement? Donc, la relocation, en fait, c'est un métier qui arrive des pays anglo-saxons dans les années 70, donc est encore un métier récent. Et l'objectif, c'est d'accompagner les salariés mutés ou recrutés dans l'ensemble des démarches qui sont liées à une mobilité géographique. Donc, ces services peuvent prendre différentes formes. Ça peut être bien sûr la recherche de logement, mais en amont, ça peut être tout ce qui est immigration, fiscalité, accompagnement culturel ou familial. Il faut intégrer, faciliter l'arrivée du collaborateur et de sa famille dans le nouveau cadre de vie et le faire rapidement. Alors, les aides à la mobilité. Au préalable, ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate souvent que les bonnes pratiques, c'est-à-dire des partenariats avec des prestataires de mobilité géographique ou des dispositifs en interne, sont plutôt développés dans des entreprises qui sont multisites. Mais entre les entreprises qui dédient une personne au sujet de la mobilité et les ETI qui vont complètement externaliser le sujet, merci Fanny tout à l'heure qui citait notre partenariat, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas informées encore de dispositifs qui existent pour pouvoir accompagner les salariés dans le cadre d'une mobilité géographique. Alors, le Mobilipass, donc ça, c'est vraiment le dispositif d'action logement qui est phare. Je vais en reparler derrière parce que moi, j'ai fait un point focus dessus. Mais il existe aussi des aides complémentaires qui sont directement versées aux salariés, comme Mon Job, Mon Logement. C'est une prime de 1 000 € qui permet le rapprochement entre l'emploi et le logement, ou le logement et l'emploi. Le Mobilijeunes qui est destiné aux alternants. Et puis, il y a des aides pour garantir l'accès au logement, comme la garantie Visale, qui est une alternative aux garants physiques et qui permet de garantir jusqu'à 36 mois de loyer en cas d'impayé. Et la dernière, qui concerne le dépôt de garantie, s'appelle le Locapass. Donc, c'est une avance avec un taux d'intérêt à 0% et qui permet de pouvoir financer le dépôt de garantie d'un logement à hauteur maximum de 1 200 € et avec un remboursement d'environ, avec un minimum de 20 € par mois.
Alors, l'aide Mobilipass. L'aide de Mobilipass, elle permet de financer les frais qui sont liés à la prestation d'un professionnel de mobilité choisi par le salarié ou l'entreprise. Elle s'adresse à tous les salariés d'entreprises du secteur privé hors domaine agricole de plus de 10 personnes qui va, pour raison de recrutement ou de mobilité professionnelle, déménager à plus de 70 km ou 1h15 de son domicile actuel. Les conditions d'éligibilité autres, c'est ne pas avoir utilisé le dispositif au cours des 2 dernières années et prendre un logement locatif sur le site d'arrivée dans les 6 mois qui suivent la mobilité ou la fin de période d'essai. Alors, quand on dit que c'est 6 mois à partir de la fin de la période d'essai, ça ne comprend pas le fait que la période d'essai puisse être reconduite. Si le salarié a une période d'essai de 3 mois renouvelable, le dispositif Mobilipass peut être utilisé dans les 6 mois qui suivent les 3 premiers mois passés dans l'entreprise. En complément, il y a un prêt Mobilipass pour le financement de certains frais qui sont liés à la mobilité, une double charge de loyer ou des intérêts intercalaires. Donc, cette aide Mobilipass, elle comprend quoi exactement? Quand un salarié est recruté et qu'il va être dans l'obligation de déménager, l'entreprise confie la recherche de logement à un prestataire de mobilité. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps déjà d'établir un cahier des charges et donc de valider la faisabilité du projet du salarié et de sa famille. Et en fonction de ce projet, on va constituer le dossier locatif, puis un consultant référent va accompagner le salarié dans sa recherche de logement. On va accompagner la famille jusqu'à la remise des clés. Donc, ça veut dire qu'on va organiser les visites, soit en présentiel, soit en distanciel. Aujourd'hui, avec Covid, le distanciel et la visio se sont énormément développés. Et malgré tout, on essaye de garder un accompagnement qui soit individualisé, personnalisé, avec bien sûr une connaissance territoriale locale, mais surtout en donnant tous les éléments aux salariés pour lui permettre d'avoir les clés un petit peu de la commune ou du secteur dans lequel il va s'installer. Une fois que le logement est trouvé, on accompagne le salarié sur la signature du bail et ensuite on va l'accompagner sur l'état des lieux d'entrée et la mise en service du logement avec tout ce qui concerne les fluides, l'eau, le gaz, l'électricité. Voilà, ça c'est une mission type. Notre force et notre valeur ajoutée, c'est la proximité, la connaissance du territoire et puis la réactivité. Dans un marché qui est tendu, aujourd'hui, il est parfois compliqué d'organiser des visites complètes avec un certain nombre de biens. On est obligé d'intervenir un petit peu à flux tendu avec des one-shots, d'où le développement également des visios, ce qui permet aussi de rassurer le salarié, de savoir qu'il a un relais local qui va pouvoir se rendre disponible quand lui ne sera pas présent physiquement. Alors, l'accompagnement à la mobilité, ça n'est pas que le Mobilipass ou les dispositifs d'action logement. Il y a d'autres prestations qui peuvent être intégrées à la politique globale de l'entreprise. On peut intervenir en amont, avant même que le contrat soit d'ailleurs signé. Il y a des entreprises qui font appel à nous, par exemple, pour valider le fait qu'une famille, un salarié, va pouvoir s'adapter
au tissu local et va organiser une orientation afin de lui permettre, une journée de reconnaissance, afin de lui permettre de découvrir la région, de regarder comment fonctionnent les écoles, quel est le tissu, l'habitat local, voir si ça peut correspondre au style de vie de la famille ou pas, ce qui, dans le cas où la réponse est négative, évite à l'entreprise d'engager des frais trop importants dans un recrutement qui finalement ne serait pas viable. Dans un marché où, nous le disions tout à l'heure, il y a quand même de nombreux métiers qui sont en tension, on voit de plus en plus des talents recrutés à l'étranger, que ce soit au Maghreb, au Canada. Et donc, on peut aussi, en tant que prestataire d'accompagnement à la mobilité, intervenir comme support administratif pour toutes les démarches d'immigration. L'entreprise se charge souvent, évidemment, du visa pour le salarié, mais reste tout ce qui concerne le rapprochement familial et notamment le conjoint. De la même façon, quand on arrive de l'étranger, l'ouverture du compte bancaire est un passage obligé pour pouvoir accéder au logement. C'est un petit peu le poisson qui se mord la queue parce que pour avoir un compte bancaire, on demande souvent un logement, mais pour avoir un logement, il faut un compte bancaire. Voilà, donc il y a des solutions qui existent, mais ça fait partie de points qui peuvent être stressants et pour lesquels la prise en compte d'un accompagnement particulier peut être un bienfait pour le salarié. Il y a une partie conciergerie également qui concerne tout ce qui est école, mode de garde, poste arrivée. Mais l'un des points le plus important, ça reste aussi l'accompagnement du conjoint et la prise en compte de celui-ci de façon complète dans le process de mobilité pour ne pas que le conjoint subisse celle-ci. C'est une des clés de réussite de la mobilité pour la famille et pour l'entreprise. Et dans les supports administratifs pour la famille viennent également des accompagnements sur tout ce qui est sécurité sociale ou CAF. Voilà. En conclusion, je dirais simplement qu'accompagner la mobilité, c'est optimiser le recrutement d'un talent en proposant des services additionnels. C'est réduire la notion de stress pour le salarié et pour sa famille. C'est mettre en place un accompagnement qui permet de porter aussi les projets de vie des collaborateurs. Et donc, il y a un intérêt tout particulier sur le bien-être d'eux. C'est prendre en compte le salarié dans sa globalité et pas seulement par rapport à des compétences techniques ou par rapport à un poste de travail. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuelle. Bon, écoutez, le webinaire a été un tout petit peu plus long que prévu, mais je pense que c'est finalement un bien puisque nos intervenants avaient beaucoup de choses à vous montrer, à vous apprendre et à vous expliquer. Je les remercie tous, vraiment. On a de la chance au niveau du pôle d'avoir comme ça des membres impliqués, des partenaires avec nous, un écosystème dynamique. On a parlé avec comme explorer de mobilité. Il ne faut pas oublier que nos agglomérations ont aussi leur rôle à jouer en termes d'attractivité territoriale, de marketing territorial, et le pôle est à leur côté, toutes les agglomérations liées au pôle, pour travailler le sujet. Il y a eu des questions, des réponses, vous les avez suivies dans le fil de discussion, donc on ne va pas avoir le temps d'en poser des nouvelles. Je vais vous remercier toute l'équipe du pôle qui a participé à la création de ce webinaire et vous donner un rendez-vous très bientôt. Vous avez le replay de nos webinaires comme notifié en haut dans le bandeau. Nos webinaires sont enregistrés, ils peuvent être consultés, vous pouvez les montrer à vos salariés, à vos partenaires, aux autres membres. Merci et je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.